le repas. Il n'y a que la mère et les deux fils. Tout est ensoleillé. La table est ronde. Derrière la chaise où s'assied la mère, il y a la fenêtre d'où l'on voit la mer briller sous le soleil. Les capes au feuillage sombre des pins et des oliviers. Et plus près, les villas aux toits rouges où fument les cheminées, car c'est l'heure du repas. Tout est ensoleillé. Et sur la nappe glacée, la bonne affairée dépose un plat fumant. Le repas n'est pas une action vile, et tous les hommes devraient avoir du pain. La mère et les deux fils mangent et parlent, et des chants de gaieté accompagnent le repas, les bruits joyeux des fourchettes et des assiettes, et le son clair du cristal des verres. Par la fenêtre ouverte viennent les chants des oiseaux dans les citronniers. Et de la cuisine arrive la chanson vive du beurre sur le feu. Un rayon traverse un verre presque plein de vin mélangé d'eau. Oh, le beau rubis que font du vin rouge et du soleil. Quand la faim est calmée, les fruits gais et parfumés terminent le repas. Tous se lèvent, joyeux, et adorent la vie, sans dégoût de ce qui est matériel, songeant que les repas sont beaux, sont sacrés, qui font vivre les hommes. Guillaume Apollinaire. Merci beaucoup Aurélie Plot. Alors Aurélie a accepté d'interpréter en effet cette très beau poème de Guillaume Apollinaire, Le repas. Dedans, qu'est-ce qu'on entend? On entend que le repas n'est pas vil, on entend que tout le monde devrait avoir du pain, et on entend enfin que les repas devraient être partagés dans la joie et dans les chants. Et dans la parole. Et non pas, sur comme les tu téléphones disais, portables. sur les téléphones portables. Ça, c'est la maman qui parle. Ça nous fait une transition avec la jeunesse de Léo. En tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir envoyé ce texte. Il y a quoi 36 heures? À peu près, non, à peine 30 heures. Je prépare voilà. toujours à Merci, l'avance. parce que je ne connaissais pas ce poème d'Apollinaire et je le trouve absolument magnifique. Donc, alors Aurélie, aujourd'hui tu es là, mais la prochaine fois qu'on enregistrera l'émission, tu ne saurais être là car tu seras là-bas sur le plateau ou du moins en coulisses, prête pour ton spectacle Quartet d'Heiner Müller, et ça sera le 18 novembre. Le 18 et 19 novembre à 20h30. La Merteuil, la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont vous attendent en enfer. Et nous, on sera là le 19, c'est ça? Et Monsieur Weber, je me disais que ce jour-là, on pourrait prendre comme thème paradis et enfer. C'est pas mal ça? Ça te plaît? C'est ça, avec du pole dance et tout ça, monsieur. Je sais que j'insiste beaucoup sur le pole dance. Mais... Le pole dance, ce sera en fin d'année, avec mes adultes confirmés au théâtre. Bon, bah très bien. Merci beaucoup Aurélie. Merci Sandrine, merci Pascal. Alors on va rester absolument pour cette troisième partie d'émission Entre Loire et Loin ici au Hangar sur le thème de la nourriture. On va rester dans la littérature. Cette fois-ci, j'appelle Éric Poutet. Éric Poutet, il est professeur de littérature au lycée en Forêt. Il est également chroniqueur cinéma au Cinéma Vox. Voilà, Éric Poutet, c'est à toi. Toi, t'as droit à un super jingle, les autres que dalle. Ah, mais toi, t'as droit à un super jingle. On va enlever le truc à tête de mort, là. Ça me fait peur, ces trucs-là. Rien que le nom, c'est affreux. Ça fait très peur. C'est très beau, mais ça fait très peur. Alors voilà, Éric, je te remercie d'être là. Je t'ai demandé de plancher. Tu as l'habitude de plancher, tu fais que ça.
Beaucoup, oui. Et tu as trouvé un petit peu de temps pour nous parler de la nourriture en littérature. Est-elle présente ou ne l'est-elle Alors, pas? c'est un vaste sujet. Je n'ai pas fait le tour. Je ne ferai pas le tour en quelques minutes. Donc, quand tu m'as parlé de parler de bouffe, de bonne chère ce soir, il y a beaucoup de passages de textes qui me sont venus à l'esprit. Et très rapidement, il y a aussi des scènes de cinéma qui se sont superposées, et notamment dans Le sens de la vie des Monty Python, cette scène du restaurant où un personnage absolument énorme vient, commence par vomir sur tout le monde, sur la femme de ménage, et il se remplit sans cesse, jusqu'à exploser dans une gerbe de vomi, sans jeu de mots. Et finalement... Non, c'est même plus la malbouffe. C'est au-delà, oui. C'est au-delà de l'outre-mangeur aussi, toujours au cinéma ou en bande dessinée. Et finalement, cette figure, cette scène, a écrasé un petit peu tous les passages rabelaisiens, les festins gargantuesques, pantagruéliques, qui m'étaient venus en tête. La rôtisserie des poètes de Cyrano, dont tu parleras sans doute juste après. Bien sûr. Et je me suis posé la question, mais finalement, où est-ce que la nourriture n'est pas présente en littérature? Et la réponse est venue assez vite dans la tragédie classique. Le corps est absent. On est pur esprit dans la tragédie classique. C'est un pur esprit, classique. les corps sont totalement effacés. Il y a cette règle de vraisemblance, donc on ne montre rien sur scène qui puisse choquer le spectateur. Alors pas de violence, pas de duel, pas de mort. On a le bon goût de mourir en dehors de la scène. Alors parfois c'est encore plus violent. Je pense à Phèdre que j'étudie avec mes secondes en ce moment. Théramène qui raconte la mort d'Hippolyte. Eh bien c'est beaucoup plus choquant que tout ce qu'on pourrait représenter sur scène. Et la nourriture, on ne mange pas sur scène dans le théâtre classique. Les personnages sont de purs esprits, comme tu disais effectivement. Et par exemple, pour rester dans Phèdre, on n'a qu'une seule didascalie dans la pièce. Elle s'assied, première apparition, Phèdre se laisse mourir. Je ne sais pas si la pièce vous l'avez en tête, mais se laisse mourir. Au tout début, donc, elle est amoureuse de son beau-fils Hippolyte, c'est un amour interdit qui vient de malédiction divine, et elle se laisse mourir, et donc elle paraît sur scène, elle ne tient plus sur ses jambes, et la didascalie, c'est elle s'assied. Et donc là, la bienséance, est mise à mal, puisque c'est rappeler, dire que Phèdre s'assoit, c'est rappeler qu'elle a un cul, en fait. Et donc... Et donc, on transgresse quasiment la règle de bienséance, mais en fait, c'est permis parce qu'elle est dans un tel état de faiblesse qu'on autorise cet écart à Racine et à Phèdre. Alors, pour rester dans la tragédie, pour remonter un petit peu, il y a tragédie antique également. Et dans la tragédie, la nourriture est parfois à l'origine de malédictions. Par exemple, il y a une famille maudite dans la littérature, dans la tragédie, ce sont les Atrides. Les Atrides sont les descendants d'Atrée. On compte par exemple Agamemnon, Oreste, Électre, des personnages qui reviennent beaucoup dans la tragédie. Et donc, quelle est l'histoire d'Atrée? Eh bien, Atrée avait un frère comme on en rêve tous, c'est-à-dire que son frère convoitait son trône. Alors, Atrée, roi de Mycène, c'est important de le dire. Et donc, son frère, Thyeste, convoitait son trône et convoitait sa femme. Et donc, il a séduit la femme d'Atrée. Il a eu quelques enfants avec elle. Et puis... en la manipulant, en faisant voler, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, pardon. Tu veux dire qu'il a manipulé la femme? La femme, oui. Mais manipulant physiquement ou en la manipulant À tous les niveaux. Ah bon, d'accord. Mentalement, physiquement. Pour qu'elle vole la toison d'or, et donc il a volé le trône de son frère. Ces excès ont déplu au peuple, et Thyeste a finalement été chassé du trône de Mycène, et Atrée a voulu se venger. Et donc Sénèque raconte ça dans sa pièce qui s'appelle Thyeste. Atrée a invité son frère à un somptueux repas, et en fait sa vengeance c'était qu'il a cuisiné les enfants de son frère, donc les enfants illégitimes que son frère a eu avec sa femme. Il lui a servi en viande succulente, il a mêlé leur sang au vin qu'Atrée a bu, et c'est le point de départ de toute la malédiction des Atrides. Évidemment, Thyeste a demandé la vengeance des dieux, et par l'ampleur et l'horreur de sa vengeance, Atrée a fait preuve de démesure, l'hubris de la tragédie, et a fait maudire sa lignée. Il y a de quoi quand même, hein. Bon, alors, à quoi d'autre? Alors, la nourriture, bien plus tard, va revenir. Là, je fais un saut dans le temps, un bond assez conséquent, au 19e siècle. Oui, ça, on peut dire que c'est conséquent. C'est conséquent, effectivement. Les auteurs réalistes et naturalistes, ensuite, vont se saisir de ce thème, vont réintroduire la nourriture au premier plan dans leurs œuvres. On imite le réel tel qu'il est dans tout ce qu'il peut avoir de plus
plus beau, mais aussi de plus horrible. On pense naturellement à la citation de Stendhal, « Le roman est un miroir qui se promène sur une grande route, tantôt il reflète à vos yeux l'azur des cieux, tantôt la fange et le bourbier de la route ». Donc Stendhal, dans Le Rouge et Noir, ça revient à plusieurs moments. Alors, dans l'Assommoir de Zola, on fait la fête au chapitre 7. Donc Gervaise, dans sa blanchisserie, a invité tout le monde. Et on mange de l'oie. C'est le passage, je vais vous lire un petit passage, c'est un petit peu long, je m'excuse par avance. Je vais essayer, mais c'est difficile, on ne peut pas... oui, non, la littérature, c'est la littérature. J'ai fait des coupes en dames, plus. on ne peut pas faire autrement, c'est comme ça. Non, il y a des choses, on Zola. ne peut pas. C'est un crime. Alors, ce fameux passage. Par exemple, il y eut là un fameux coup de fourchette. C'est-à-dire que personne de la société ne se souvenait de s'être jamais collé une pareille indigestion sur la conscience. Les Lorieux passaient leur âge sur le rôti. Ils en prenaient pour 3 jours. Ils auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la bambante du coup. Toutes les dames avaient voulu de la carcasse. La carcasse, c'est le morceau des dames. Mesdames Lerat, Madame Bosch, Madame Putois grattaient des os, tandis que Maman Coupeau, qui adorait le cou, en arrachait la viande avec ses 2 dernières dents. Virginie, elle, aimait la peau. Quand elle était rissolée, et chaque convive lui passait sa peau par galanterie, si bien que Poisson jetait à sa femme des regards sévères, en lui ordonnant de s'arrêter. Parce qu'elle en avait déjà assez comme ça. Une fois, déjà, elle avait trop mangé d'oie rôti. Elle était restée 15 jours au lit, le ventre enflé. Mais Coupeau se fâcha et servit un haut de cuisse à Virginie, criant que, tonnerre de Dieu, si elle ne le décrottait pas, elle n'était pas une femme. Lui en aurait bouffé toute la nuit sans être incommodé. Et pour crâner, il s'enfonçait un pilon entier dans la bouche. Cependant, Clémence achevait son croupion, le suçait avec un gloussement des lèvres, en se tordant de rire sur sa chaise, à cause de Bosch, qui lui disait tout bas des indécences. Ah nom de Dieu, on s'en flanqua une bosse. Ça plaît en face, parce qu'on a des pros de la gastronomie. Hein. Alors, est-ce que vous aimez le croupion, vous aussi, hein, vous aimez ça, hein. Moi, je me jette dessus, toujours obligé. Les ailes et la peau. On a envie de manger énormément de peau, mais c'est vrai que c'est très indigeste. La peau. Erreur. Vous me direz tout à l'heure, monsieur Jean-Jacques, pourquoi vous dites erreur. Voilà. C'est Jean-Jacques Liot, vous verrez, c'est super. Alors, dans ces romans, le repas révèle les caractères, relève la rapacité des convives. Cette débauche de nourriture éveille les jalousies aussi. C'est aussi une démonstration d'orgueil de la part de Gervaise. Après ce repas, eh bien, tout va virer à la catastrophe. Un petit peu comme dans une tragédie aussi, on retrouve ces thèmes. Sans rentrer en détail, là encore, mais le mari de Gervaise va sympathiser avec Lantier, l'ancien amant, le père des enfants de Gervaise, et la déchéance est au bout du chemin, ou au bout de la fourchette. J'ai pas pu empêcher également de piocher chez Flaubert, dans Madame Bovary, la célèbre description de la pièce montée, qui reflète, donc on parle de bovarisme, c'est l'imagination enflammée par trop de lectures qui coupent du réel, donc c'est plus court, là je vous rassure. C'était formidable, hein, par ailleurs. Merci. On avait été chercher un pâtissier à Yvetot, et il apporta lui-même au dessert une pièce montée qui fit pousser des cris. À la base, c'était d'abord un carré de carton bleu figurant un temple avec portique, colonnade et statuettes de stuc, tout autour, dans des niches constellées d'étoiles en papier doré. Puis se tenait un second étage de donjon en gâteau de Savoie, entouré de menues fortifications en angélique, amandes, raisins secs, quartiers d'orange. Et enfin, sur la plateforme supérieure, qui était une prairie verte, où il y avait des rochers avec des lacs de confiture et des bâtons en écale de noisettes, on voyait un petit amour se balançant une escarpolette de chocolat, dont les 2 poteaux étaient terminés par 2 boutons de rose naturels, en guise de boule au sommet. Donc, tu veux intervenir ? Ah oui, je veux intervenir parce que je vois Gérard Hay là en face. Alors, Gérard Hay, vous verrez, c'est notre maître pâtissier. Il interviendra tout à l'heure. Et il se dit, mais bon sang, je n'avais pas pensé à ça. Il faut vite que je rentre dans mon laboratoire et que j'essaie cette pièce montée. C'est ça, Gérard, que vous pensez ? Et donc, dans cette pièce montée, désolé Gérard, mais on retrouve toute l'imagination enfiévrée de Madame Bovary, mais également un certain mauvais goût de la petite bourgeoisie de province qui apparaît, qui transparaît dans Madame Bovary. Alors, je vais revenir à Zola. Alors, c'est pas bien, je suis passé de Zola, je suis remonté dans le temps encore pour passer à Flaubert. Je retourne à Zola, donc. Un passage du Ventre de Paris, où là encore, la nourriture, les fromages, pour le coup, on va parler de symphonie de fromage, est présent. Ce passage fait suite à 2 personnages qui discutent, 2 commères dans les halles qui se répandent en calomnie, en indignité sur un autre personnage. Elles restaient debout, se saluant dans le bouquet final des fromages. Tous à cette heure donnaient à la fois.
C'était une cacophonie de souffles infects, depuis les lourdeurs molles des pâtes cuites, du gruyère et du Hollande, jusqu'aux pointes alcalines de l'olivet. Il y avait des ronflements sourds du Cantal, du Chester, des fromages de chèvre, pareil à un champ large de basses, sur lesquels se détachaient, en notes piquées, les petits fumées brusques des Neuchâtel, des Troyes et des Monts d'Or. Puis les odeurs s'effaraient, roulaient les unes sur les autres, s'épaississaient. Des bouffées du Port-Salut, du Limbourg, du Jérômé, du Marolles, du Livaro, du Pont-l'Évêque, peu à peu confondus, épanouis en une seule explosion de puanteur. Cela s'épandait, se soutenait au milieu du vibrement général, n'ayant plus de parfum distinct, d'un vertige continu, de nausée, d'une force terrible d'asphyxie. Cependant, il semblait que c'étaient les paroles mauvaises de Madame Lecoeur et de Mademoiselle Saget qui puaient si fort. Donc, la métaphore est explicitée à la fin. Les calomnies, les paroles indignes puent autant que les fromages. C'est pas gentil pour le fromage, quand même. Hein. C'est vrai. Et alors, pour terminer, avant de parler de bonne bouffe, je ne pouvais pas m'empêcher aussi de parler de l'autre extrémité du tube digestif, en citant un passage de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, donc paru en 1932. Alors, dans ce passage, qui n'est pas un des plus célèbres, qui mérite d'être lu quand même, Bardamu, le personnage principal, est à New York, à Brooklyn. Il voit une sorte de bouche de métro où il voit des hommes descendre. Il descend lui-même et ce sont des toilettes publiques. Et voilà le récit qu'il en fait. Excusez-le, il n'a pas pu s'empêcher. Mais il n'a pas tort, quelque part. Le dernier des plaisirs, c'est ça. C'était dans ce souterrain qu'ils allaient faire leurs besoins. En marbre aussi, la salle où se passaient les choses. Une espèce de piscine, mais alors vidée de toute son eau, une piscine infecte, remplie seulement d'un jour filtré, mourant, qui venait finir là sur les hommes déboutonnés, au milieu de leurs odeurs et bien cramoisis à pousser leurs sales affaires, devant tout le monde, avec des bruits barbares. Les nouveaux arrivants devaient répondre à 1000 plaisanteries dégueulasses pendant qu'ils descendaient les gradins de la rue, mais ils paraissaient tous enchantés quand même. Autant là-haut sur le trottoir, ils se tenaient bien, les hommes, et strictement, tristement même. Autant la perspective d'avoir à se vider les tripes en compagnie tumultueuse paraissait les libérer et les réjouir intimement. Beaucoup en gênaient fort, comme les blessés et les parturiantes. On menaçait les constipés de tortures ingénieuses. Tout ce débraillage intime, cette formidable familiarité intestinale, et dans la rue cette parfaite contrainte. J'en demeurais étourdi. Bon, c'est un texte que je ne lis pas devant les élèves, j'en profite ce soir. C'est formidable. On l'applaudit très fort, bravo. Merci. Bravo. Alors, en t'écoutant, Éric Coutet, je me disais quand même, justement, vous les cuisiniers qui êtes là, que je vais inviter bientôt à cette table, face à moi, vous qui faites des choses aussi bonnes, aussi élaborées, aussi raffinées, aussi sophistiquées, est-ce que vous n'êtes pas au désespoir de voir la transformation qu'en fait notre corps au bout du compte? Il faut bien faire avec. Alors, je voulais simplement, cher Éric, ajouter à ce que tu viens de dire au niveau littéraire, que parmi les écrivains cuisiniers, messieurs, il y avait Alexandre Dumas. Alexandre Dumas a écrit en... Dumas père ou Dumas fils? C'est 1872, tu peux me dire? Ça doit être le fils. Ben voilà, c'est le fils. Il a écrit le grand dictionnaire de cuisine qui est, paraît-il, toujours une bible pour les cuisiniers. Et donc, Didier, vous me dites oui. Ensuite, il y a, voilà, tu me parlais tout à l'heure d'Edmond Rostand. Edmond Rostand, dans Cyrano, développe une recette, la recette de la tartelette à quoi? Amandine. La tartelette aux amandes, oui, l'amandine. Et d'ailleurs, paraît-il que chez certains pâtissiers, on appelle ça la tartelette Cyrano, justement. Enfin, autre chose, Marguerite Duras, la grande et sérieuse Marguerite Duras, eh bien, elle est aussi connue pour sa soupe aux poireaux. Et vous tapez Duras poireaux et vous avez alors là 10 occurrences qui vous parlent de la soupe de poireaux dite et expliquée par Marguerite Duras. Et dernière chose, ma chouchoute que tu n'aimes pas du tout, Éric, c'est Colette. Colette, passionnée de cuisine, Colette aux écrits sensuels, qui nous a écrit, retranscrit plus de 80 recettes de son époque et sans doute quelques-unes de ses trouvailles à elle-même en tant que cuisinière. Voilà, dernière chose, quand j'étais petite, j'étais
J'étais pas grande, ça c'est bien vrai, et j'étais bercée par les recettes médiévales de Jeanne Bourrin, si ça vous dit quelque chose, les garçons. Non, ils disent non. Bon, voilà. C'en est fini pour la littérature. Encore merci Éric Poutet. On pourrait faire un petit passage un petit peu plus long, cher Pascal Weber, en laissant la parole à notre ami Jocelyn. Ça serait possible? On finit en musique cette troisième partie d'Entre Loire et Loin. Vous l'avez compris, on parle de bouffe. Enfin, vous l'avez compris, vu ce qu'il vient de nous lire au dernier moment. Oui, ça fait aussi partie de ça, c'est normal. Voilà, merci Eric. Merci. Oui, donc... Ouais. Oui, donc une façon de rendre une chanson plus attirante, plus sexy, que ce soit pour la nourriture ou pour autre chose, c'est de jouer, par exemple, jouer de la virtuosité de l'écriture du texte ou de la diction ou de l'interprétation. Et question interprétation, il y en avait qui étaient très forts. C'était les frères Jacques qui nous ont fait un certain nombre de chansons qui sont magnifiques, dont j'ai choisi celle-ci. La confiture, ça dégouline, ça coule sur les mains, ça passe par les trous de la tartine. Pourquoi y a-t-il des trous dans le pain? Bien sûr, on peut avec du beurre. Les trous, on peut bien les boucher. Ça ne sert à rien, c'est un leurre, car ça coule par les côtés. Encore? Non? Oui? Eh bien, il y a une façon aussi de rendre ces chansons intéressantes, c'est user d'humour. Alors ça peut être par exemple la parodie, et toujours ces frères Jacques ont intégré à leur répertoire en 1946 une chanson qui avait été déposée en 1927, et à l'époque c'était une chanson très sérieuse, très premier degré, et parce qu'ils en ont fait. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chères têtes blondes, qu'elle reçoit sans cesse de nouveaux hôtes et qu'elle devint la femme à tout le monde. Et dans la nuit pieusement, si elle fait du supplément, c'est pour pouvoir acheter l'entrecôte. Autre parodie, une auto-parodie que Jacques Brel a faite de lui-même. Il a continué une chanson de 1964 en 1967. Vous allez reconnaître. Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu Germaine, j'ai eu trop de mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture, bête et brutale. Je viens rechercher mes bonbons. Merci, tac, 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 c'est lequel? C'est celui qu'on veut. Merci, c'était Jocelyn Saviard qui nous a donc illustré cette thématique. On se retrouve tout de suite après, Monsieur Weber, quand vous voulez. Voilà. Ah, c'est reparti.